Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour assister à la visioconférence organisée par l'IRIS à l'occasion de la parution de l'ouvrage d'Isabelle Soubès-Verger intitulé Géopolitique du monde spatial aux éditions Erol dans la collection dirigée par Pascal Boniface. Donc, sachez que cette conférence est diffusée en direct pour les inscrits et enregistrée et qu'elle sera mise en ligne d'abord en accès restreint pour les abonnés de l'IRIS, puis en accès libre sur YouTube dans 2 semaines. Nous ne sommes donc pas en format Chatham-House. Les personnes inscrites pourront poser leurs questions par écrit via l'onglet questions-réponses. Je relayerai celles-ci aux intervenants dans la dernière demi-heure de la conférence. Ce sujet est très vaste pour la durée impartie. Je vous propose donc de profiter de la qualité de nos intervenants pour couvrir leur domaine de compétences et d'élargir au moment du débat. Je vous informe néanmoins que Philippe devra quitter la conférence au moment des questions. Donc, si vous avez des questions d'ordre juridique, n'hésitez pas à la poser dès maintenant. Je les relayerai autant se faire que peu. Il n'est pas nécessaire de vous présenter. Isabelle Soubès-Verger. Néanmoins, je tiens à rappeler que vous avez été pendant très longtemps le seul visage et la seule voix de la géopolitique du spatial en France, avec peut-être Xavier Pasco, que vous êtes aujourd'hui rejoint par des gens que vous avez formés, notamment au Centre Alexandre Coiré, Campus Condorcet. Je rappelle néanmoins ce qui vous distingue de vos collègues, c'est que géographe de formation, directrice de recherche au CNRS, vous ne vous êtes pas arrêté à la seule analyse des questions spatiales et de la géopolitique spatiale, mais vous en avez cartographié les effets en mode d'occupation de l'espace, qu'il soit terrestre ou extra-atmosphérique. Votre dernier ouvrage que je mentionnais tout à l'heure en 40 fiches, très didactique et pédagogique, est la parfaite illustration de votre manière de procéder. J'ai eu le privilège de travailler avec vous dans le cadre du projet d'histoire de l'espace que je dirige à l'Agence spatiale européenne, mais également dans le cadre de mes activités à la direction des relations internationales de l'ESA. Je me tourne à présent vers Philippe Aquileas, grande figure du droit spatial en France. Vous avez aussi formé nombre d'étudiants en France et à l'étranger. Pendant longtemps, vous étiez pionnier de la discipline en France. Vous êtes aujourd'hui professeur des universités en droit public à la faculté Jean Monnet à Paris-Saclay et vous êtes responsable du Master 2, droit des activités spatiales et des télécommunications et directeur de l'IDEST. J'ajoute que vous avez à cœur, comme Isabelle et moi-même, de promouvoir une approche pluridisciplinaire et interculturelle des questions spatiales et pour vous deux, professionnalisante dans sa dimension pédagogique. Alban, alors je vous laisse prononcer votre nom parce que... Guillaumard. Guillaumard, c'était simple finalement. Donc, vous êtes doctorant, non pas en droit public, mais en droit privé, une discipline qui aujourd'hui est tout à fait pertinente au regard des nouveaux enjeux du spatial. Mais nous vous recevons aujourd'hui en qualité de coordinateur de l'initiative Objectif Lune au sein de l'Association nationale de recherche et technologie, ANRT, qui est un réseau intersectoriel public-privé de la recherche française et qui offre à ses membres une plateforme pour débattre, se confronter les points de vue et être une force d'action également. Et je signale un de vos derniers articles qui s'intitule Property on Space Resource, The Search for Terminology, que j'ai lu ce matin et que je trouve excellent, qui m'a inspiré pour mes questions d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci d'avance à tous les trois pour ces regards croisés. L'idée est d'analyser un peu le passé, de prendre acte de la situation actuelle, mais aussi de penser l'avenir dans un effort prospectif réaliste. Et je précise réaliste parce que dès qu'on est dans le domaine spatial, on entend beaucoup de choses qui relèvent de l'utopie et qui ne sont pas toujours réalistes. Donc, Isabelle, une des choses que j'ai particulièrement aimé dans votre livre, c'est que vous tordez le cou à un certain nombre d'idées reçues sur le New Space, mais aussi sur l'idée qu'on assisterait à un revival de la guerre froide, mais avec la Chine qui aurait remplacé l'URSS dans la confrontation avec les États-Unis. Donc, est-ce que vous pourriez, afin qu'on comprenne bien la portée des évolutions actuelles,
nous faire une petite remise en perspective historique de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous et merci à Nathalie pour cette présentation très, très complète. Effectivement, maintenant, ça fait 2 générations que les activités spatiales existent, que cela fait partie du quotidien de tout le monde, mais que pour les jeunes générations, même les jeunes générations d'actifs maintenant, je ne parle pas des tout jeunes, l'espace est déjà acté, c'est déjà acquis. La Lune, c'était il y a longtemps, Mars, c'est peut-être pas tout à fait pour demain, mais les débats qui peuvent avoir lieu aujourd'hui, par exemple en termes d'écologie, en termes d'Internet pour tous, etc., intègrent spontanément le spatial et les activités spatiales. Or, justement, dans ce petit ouvrage, bon, il faut dire aussi qu'il a été un peu destiné aux professeurs des classes de terminale, puisque l'espace fait partie désormais des questions qui sont au baccalauréat. J'ai quand même essayé de montrer précisément ces évolutions à la fois dans une partie historique, puis une partie contemporaine et justement la question des défis. Si on repart de la guerre froide, c'est vrai que c'est fondateur des activités spatiales. Ça, c'est certain, et il n'est pas question de revenir là-dessus. Et c'est d'autant plus important de le redire que ça configure ce regard précisément et cette façon de rejouer toujours l'histoire du début du spatial avec 2 grands acteurs et tout le monde qui est aligné derrière l'un ou derrière l'autre et des activités spatiales dont la Lune est sans doute le meilleur exemple qui apparaissent comme la démonstration à la fois en termes de fierté nationale et en termes d'image internationale, du fait qu'on est la plus grande puissance spatiale au monde et qu'on est la plus grande puissance de l'avenir, puisqu'on est en train précisément de permettre à l'homme de quitter la Terre et d'aller quand même sur cette fameuse lune que l'on regarde tous la nuit, le soir, etc. Ça a l'air très banal de le dire, mais je pense que cette réalité, elle ne peut pas être oubliée parce qu'elle explique précisément pourquoi pourquoi on a tendance à aller vers la simplicité et à faire ce qui m'apparaît un contresens. Aujourd'hui, quand on parle du spatial, comme dans d'autres domaines, mais je crois que c'est particulièrement vrai aujourd'hui pour l'espace extra-atmosphérique, il y a énormément de niveaux qui s'enchevêtrent. Donc, il y a le niveau des relations internationales, il y a le niveau technologique et la manière dont les deux se combinent dans un milieu dont les caractéristiques physiques sont très particulières, et ça, je crois qu'on le répétera jamais assez, on ne se déplace pas dans l'espace comme on se déplace dans l'air, sur mer, sur Terre, on est à la fois visible et caché dans l'espace de manière complètement différente. Et donc, tous ces enjeux font qu'on a affaire à un autre environnement vraiment profondément, et que coller simplement nos réactions terrestres et nos habitudes terrestres et nos projections, qu'elles soient géopolitiques ou économiques dans ce milieu-là, me paraît relativement dangereux. Alors, je pense qu'on est nombreux et on va essayer de pas être trop long, mais déjà, parlons du niveau des relations internationales. Alors oui, pendant la guerre froide, il y avait 2 blocs. Aujourd'hui, il n'existe pas de bloc. Nous avons un bloc, effectivement, si on veut, américain avec ses alliés, mais même celui-ci est un bloc qui essaie d'être le plus ouvert possible. Et puis, de l'autre côté, nous avons en quelque sorte les autres. Et dans les autres, nous avons des puissances très différentes. Alors certes, la Chine et la Russie sont aujourd'hui alliées sur le plan international avec précisément cette idée d'être une alternative ou au moins un autre schéma que le schéma américain, dont notre ennemi commun nous rend amis, on dira, quelque chose dans ce goût-là. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres États. Vous avez l'Inde qui n'est pas du tout, évidemment, spontanément du côté de la Chine, qui serait parfois plus proche des États-Unis, mais qui tient à maintenir son indépendance parce que c'est crucial aussi pour elle pour exister en tant que puissance, même si pour l'instant c'est d'abord une puissance régionale. Donc cet environnement, il est différent. Ensuite, il y a autre chose qui est très différent, c'est que la guerre froide, elle se caractérisait par la puissance nucléaire. La puissance nucléaire des années 50, 60, 70, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'est la puissance nucléaire aujourd'hui. Le nucléaire est toujours présent, on en parle avec la guerre en Ukraine comme arrière-plan tout à fait angoissant et inquiétant au besoin, mais
les satellites ne jouent plus du tout le même rôle. Pendant la guerre froide, avoir des satellites, c'était être sûr qu'on pouvait s'assurer qu'il n'y aurait pas de lancement de missiles intercontinentaux porteurs de têtes nucléaires qui risquaient de venir annihiler soit le territoire soviétique, soit le territoire américain. On n'est plus du tout dans ce schéma. Et les satellites aujourd'hui, ce n'est pas le niveau stratégique général comme ça qu'ils servent, c'est beaucoup plus des opérations dans le domaine militaire, qui sont des opérations classiques de télécommunication, d'observation, de guidage, d'espionnage à travers l'écoute, et bien sûr aussi de surveillance du nucléaire, mais donc cette variété des actions possibles fait que finalement, alors que pendant la guerre froide, il était exclu d'imaginer finalement d'attaquer les satellites, et les traités de 72 et 78 entre les États-Unis et l'Union soviétique stipulaient bien que les satellites devaient être absolument sanctuarisés, eh bien aujourd'hui, on parle volontiers de la guerre dans l'espace. Alors, je crois que ce n'est pas trop le sujet de nos débats aujourd'hui, mais effectivement, cette question de la guerre dans l'espace, alors est-elle aussi inéluctable que certains veulent bien le dire, je pense qu'on pourrait en discuter, mais elle n'aurait pas pu exister dans le schéma où elle était pendant la guerre froide. Puis l'autre grand changement, je dirais que c'est le changement technologique. Faire du spatial au début de l'espace, c'était d'abord faire des découvertes tous les jours. Le premier satellite, on ne savait même pas comment on capterait ces signaux, et donc Sputnik était doté d'un émetteur qui était possible d'entendre pour tous les radioamateurs au monde, afin que précisément on puisse suivre la trajectoire de ce satellite et s'assurer qu'il était bien en orbite. Aujourd'hui, on peut faire des satellites de la taille d'une boîte à chaussures en utilisant ce qu'on appelle en anglais l'open source, c'est-à-dire en fait des kits, en quelque sorte, des kits un peu sophistiqués, mais enfin, en utilisant des systèmes qui sont disponibles et sur lesquels vous pouvez vous exercer dans une université, mais aussi dans des entreprises ou autres, à monter votre propre satellite. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ces satellites font les mêmes choses que les satellites qui font la taille d'un autobus en orbite géostationnaire, mais en tout cas, il y a cette démocratisation des technologies spatiales dont le prix a baissé pour les satellites et dont les moyens d'accès à l'espace, là aussi, se sont considérablement diversifiés, puisque aujourd'hui, pour ne pas prendre l'exemple d'Elon Musk, des lanceurs comme un lanceur de taille très moyenne, le PSLV, a été capable d'envoyer jusqu'à 103 ou 104 satellites. Ce qui prouve que dans la masse de ces satellites, il y avait plein de tout petits satellites. Donc là, on a aussi un changement majeur. Le fait que vous puissiez envoyer plus de satellites pour beaucoup moins cher, ça fait que l'occupation de l'espace, elle se densifie. Elle se densifie aussi au travers des constellations, et c'est là encore le grand changement, et je pense qu'on y reviendra plusieurs fois par rapport au spatial d'il y a 30 ans, ce sont le rôle des acteurs privés, du secteur privé lui-même, qui disposent désormais d'une marge d'initiative. Il y a toujours eu des acteurs privés. Les grands industriels, qu'ils soient américains ou européens, étaient des industriels on ne peut plus privés. Mais c'était des agences spatiales civiles comme la NASA ou militaires comme le département de la Défense pour parler des États-Unis, qui en quelque sorte proposaient leur programme et demandaient à ces industriels de faire la réalisation. Donc là, on est dans un schéma différent qu'on voit bien, pas seulement avec Elon Musk, mais aussi avec Jeff Bezos et bien d'autres, et probablement des nouveaux acteurs qui vont venir. Donc aujourd'hui, des questions qui peuvent se poser, par exemple, pour répondre à la fin de la question sur finalement quels sont les changements, c'est la question, par exemple, de la gestion du trafic spatial, qui est une question qui ne s'était jamais posée. Les satellites, en général, sont peu manœuvrants, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un satellite sur votre orbite, satellite, il décrit toujours le même mouvement. Hein. Là, je fais des orbites basses autour de ma main, et ce qui se passe, c'est que c'est la Terre qui tourne sous le satellite. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle en français satellites à défilement. Et donc, le satellite, lui, il exerce, il réagit à peu près toujours pareil. Il y a des forces de frottement, etc. Mais globalement, c'est toujours comme ça. Or, tant que vous aviez peu de satellites, finalement, avec des moyens de surveillance spatiale qui étaient très limités, essentiellement d'ailleurs fournis par les États-Unis, la Russie maintenant ayant son propre réseau, vous pouviez à peu près circuler en toute sécurité. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes. Il y a
beaucoup plus de débris, c'est une chose. Et puis surtout, il y a beaucoup plus de constellations sur ces fameuses orbites basses où il y a de plus en plus de satellites. Ça ne signifie pas qu'on est à touche-touche. Hein. Je pense qu'il faut quand même imaginer un peu les distances. Hein. Vous êtes au minimum à 250 km au-delà de la surface terrestre. Vous pouvez être à 36 000 km quand vous êtes en orbite géostationnaire. Mais c'est vrai que la question se pose aujourd'hui en termes de sécurité spatiale, parce que si vous explosez un satellite, ça veut dire encore plus de débris, et en termes de sécurité économique. Donc, pour faire un rapide panorama, je dirais en tant qu'historienne et un peu en tant que géographe, il me semble que là, on a ces principaux changements dans le domaine de ce qu'on a appelé dans le livre le monde spatial, qui est une appellation commode pour finalement décrire un petit peu l'ensemble des activités, des politiques, mais aussi de l'occupation. Merci Isabelle. Alors, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est effectivement tous ces nouveaux usages concurrents qui, je l'imagine, nécessitent un peu de régulation. Donc, je vais me tourner vers les juristes. Et alors, ma compréhension du droit spatial, ça a été pendant longtemps qu'il servait finalement à permettre les effets désirables, enfin les activités désirables, c'est-à-dire qui profitent à tous dans l'espace, et de prévenir d'une certaine manière ou d'interdire les activités indésirables, au sens où elles pourraient entraîner un déni d'accès pour certains ou fragiliser la pérennité des activités pour tous. Donc, je comprends aussi de ce que j'ai pu lire, et notamment de ce que vous avez pu dire, Philippe, que aujourd'hui, finalement, ce qu'on demande, la demande sociale pour le droit de l'espace a changé. Il s'agit plus seulement de réguler, mais aussi d'être un intervenant dans le débat public et dans les débats sur les des grands problèmes de société que vous avez abordé tout à l'heure, Isabelle. Donc, quels sont ces débats aujourd'hui? Quel est le rôle du juriste? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et puis, quelles sont les limites aussi de ce que vous pouvez faire dans le domaine du droit spatial? Ouais. Bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, le droit de l'espace, il est né dans les années 60 dans le contexte de la course à la Lune. Et il s'agissait à l'époque pour les États d'abord de s'assurer que l'espace ne devienne pas une zone de tension internationale, mais aussi d'encourager l'exploration et l'utilisation de l'espace dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Et ça, c'est très important de comprendre qu'au départ, lorsque les États se sont mis autour de la table à l'ONU pour réfléchir à ce que devait être le droit de l'espace, eh bien, ils réfléchissaient sur un domaine encore inconnu. Et, on a fait quelque chose qu'on fait rarement en droit international, c'est qu'on a devancé les usages et on a pensé un régime en fonction de ce qu'on voulait projeter. Et c'est très intéressant parce que quand on lit le traité de l'espace, qui à mon sens est l'un des plus beaux textes de droit international, on se rend compte que l'imaginaire à l'époque, c'était de préserver l'espace des erreurs commises sur Terre, c'est-à-dire limiter une commercialisation de l'espace par des principes de non-appropriation, voire de patrimoine commun de l'humanité qui sont affirmés par les traités spatiaux, et en même temps préserver l'espace de la militarisation avec une tentative de limiter le placement d'armes, notamment sur les corps célestes, mais aussi en orbite autour de la Terre. Donc déjà à l'époque, on avait cette vision un peu idéalisée d'une société nouvelle. Et aujourd'hui, le juriste, il se pose les mêmes questions. Parce que lorsqu'on essaie de comprendre comment est-ce qu'on va réguler l'espace, on aussi projette notre société. Ce que l'on veut faire pour l'espace extra-atmosphérique, c'est ce que l'on veut pour notre société, pour notre avenir. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, on est aussi en phase avec les grands débats de société sur le développement durable, la militarisation, l'utilisation de la technologie dans le sens de l'intérêt commun. Ça, c'est, si vous voulez, le cadre que nous avons en tant que juristes à l'esprit. Maintenant, il y a des problèmes concrets qui se posent. Moi, j'en vois trois. Le premier, clairement, la gestion du trafic spatial, Isabelle l'a dit. Aujourd'hui, on arrive à une époque où l'envoi de satellites est tellement important, la cadence des tirs est extrêmement
importante aujourd'hui, si bien que l'occupation de l'espace nécessite de repenser les règles du trafic spatial. Ça, c'est un point qui est important parce qu'il y a des risques de débris, mais aussi parce qu'il y a des risques d'interférence, hein, les brouillages préjudiciables qui peuvent bloquer ou perturber les communications internationales, sachant que toutes les sociétés sont dépendantes du satellite. Et nous-mêmes, nous utilisons ici en France, en Europe, plusieurs satellites par jour sans même le savoir. Donc, le satellite est un outil qui permet l'organisation des sociétés. Voyez, et donc, des brouillages ou des risques de collision auront forcément des répercussions sur nos activités au sol. Donc, il y a la question de la gestion du trafic spatial. Comment faire? Faut-il créer une organisation internationale de l'espace? On en parle depuis tellement d'années. Peut-être que c'est le moment. Faut-il une coopération internationale qui va adopter les normes de gestion du trafic spatial? Donc là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Liées à la gestion du trafic spatial, et Isabelle l'a dit, il y a celle des constellations de satellites, c'est-à-dire des systèmes qui combinent plusieurs milliers de satellites pour fournir des services spatiaux, notamment des services de connectivité, des services d'accès à Internet. Et on pense tous à Starlink, la constellation de SpaceX, qui affiche quand même un nombre de 42 000 satellites en orbite autour de la Terre. C'est un projet tout simplement pharaonique. Je ne pense pas qu'on arrivera à déployer d'ailleurs les 42 000 satellites. Mais c'est problématique de l'explosion en fait, de la connectivité spatiale parce que cette course aux constellations génère déjà des problèmes d'ordre environnementaux, avec une pollution de l'espace, avec une pollution du ciel étoilé. On assiste quand même aujourd'hui au premier recours d'associations de défense de l'environnement contre des projets spatiaux aux États-Unis et en France. Et sachez qu'en France, le Conseil d'État a déjà retiré la licence de Starlink. Starlink l'a récupéré depuis, mais c'est intéressant parce qu'on voit ici quand même une nouvelle dimension, c'est-à-dire que les associations se mobilisent contre une surexploitation du spatial. Et puis, enfin, il y a la question des ressources, de l'exploitation des ressources, même si le marché est futuriste, ben, dans la mesure où plusieurs pays ont annoncé donc l'adoption de lois qui autorisent l'exploitation commerciale des ressources des corps célestes, on se pose aussi la question de savoir ce qu'on fait du principe de non-appropriation de l'espace. Donc pour moi, c'est trois grandes thématiques aujourd'hui concernant le droit de l'espace. Merci Philippe. Je vous donne la parole à Alban parce que vous êtes spécialiste de droit privé. Et donc, j'imagine que sur la question de l'exploitation des ressources, vous avez un point de vue peut-être un peu différent de vos collègues du droit public. Hein. En réalité, un point de vue différent et sans doute un peu complémentaire. En réalité, on assiste dans les reconfigurations du droit de l'espace à différents grands mouvements. Le mouvement principal étant un mouvement synchrone de privatisation / commercialisation et de nationalisation. Donc en fait, on a une diversification des sources et des sujets appréhendés par le droit de l'espace. Et ce qui m'intéresse plus globalement, avant d'en revenir aux ressources, c'est que ça implique pour les acteurs d'adopter une stratégie multifront. C'est-à-dire d'aller sur le front de la norme internationale, d'aller sur le front de la norme nationale et d'aller en parallèle sur le front de la norme hybride. Et sous cette appellation hybride un peu générique, je mets tant les accords Artemis que les réglementations techniques et les pratiques privées des industriels. Pratiques juridiques, j'entends. Et il y a une image que j'aime beaucoup utiliser, c'est qu'on passe aujourd'hui dans le droit de l'espace de la musique de chambre à la fosse d'orchestre. Donc l'enjeu principal pour le juriste, c'est de savoir mobiliser harmonieusement les différents instruments, c'est-à-dire stratégiquement, ce front international, ce front beaucoup plus national de stratégie juridique, et enfin donc ce front hybride. Et sur le plan des ressources, ça se ressent tout à fait, puisqu'on a le traité de 67, son article 2, dont les tentatives d'interprétation sont multiples et du fait sans doute de termes plus ou moins volontairement ambigu, donc cet article 2, et on a aussi donc, des lois spatiales nationales. Donc, article 2 du traité de 67, je le rappelle, qui pose un principe de non-appropriation nationale par tout moyen dans l'espace. Et donc, on a, à partir des années 2010, 2015, 2017, donc, la mise en œuvre en droit interne de droits de propriété sur les ressources spatiales.
avec, à première vue, évidemment, un clash entre l'article 2 du traité de 67 et le principe de non-appropriation, et ses droits de propriété de droit interne. Et en effet, si on analyse en droit international public, on peut douter de la validité de ces types de propriété. Mais c'est peut-être parce qu'au fond, il faut mobiliser l'utilité spécifique du droit privé et de sa branche internationale, qui est le droit international privé, du droit public et de sa branche internationale, qui est le droit international public. L'utilité spécifique de la branche de droit international public, c'est la coordination des occupations, l'assurance que cette logique à laquelle on assiste en droit international public des espaces, d'une loi d'un droit de la navigation à un droit de l'emprise, de la navigation au contrôle, d'éviter que cette tendance s'installe. Et donc, le rôle du droit international public, c'est la coordination des occupations dans l'espace proche, mais également sur la Lune. Et en fin de compte, Isabelle l'a très bien dit, on n'est pas à touche-touche, mais c'est quand même pas si grand, la Lune et l'espace proche. C'est important d'avoir une bonne coordination à l'échelle multilatérale. Donc ça, c'est pour le droit international public, c'est sa mission d'origine, c'est la mission des 5 grands traités spatiaux. Et on en arrive ensuite à la branche de droit international privé. Et là, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, c'est le terrain de jeu idéal pour le droit international privé. Donc, je rappelle globalement pour les non-juristes les 3 grandes questions du droit international privé: conflit de loi, conflit de juridiction et circulation des décisions étrangères. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit ce que signifie ce type de propriété, sa capacité ou non à circuler entre ordres juridiques. Et là, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, ces droits de propriété qui sont la question taboue, l'éléphant dans la pièce depuis l'article 2 du traité de 67, eh bien, ces types de propriétés, en réalité, sont à la fois légèrement prématurés, parce qu'on ne sait pas véritablement comment ces ressources vont être exploitées. On n'a aucune idée de la façon dont on va les extraire, puis les retraiter. Est-ce que ça suppose une installation de quelques mètres carrés, quelques centaines de mètres carrés, quelques dizaines de kilomètres carrés? On n'en a aucune idée. Pareillement, on ne sait pas quelle quantité on va extraire. Donc, je ne sais pas si mon droit de propriété concerne 2 kilos de régolithe ou 3 tonnes. Et mine de rien, on est sur une matière où le quantitatif est qualitatif. Et c'est vraiment un enjeu principal. Et on réalise en réalité que, à la fin, ce droit de propriété sur les ressources spatiales est un instrument de politique économique plutôt que de politique juridique. Et ce qui démontre cette grande tendance qu'expliquait Philippe à l'instant, d'économisation, de commercialisation du droit de l'espace, où, en fin de compte, si le Luxembourg consacre des droits de propriété sur les ressources spatiales, si les Américains en consacrent aussi, c'est avant tout pour, selon leur argumentaire, sécuriser un écosystème d'innovation. La conclusion de ce développement, c'est que le droit de l'espace aujourd'hui a une mission de droit international public, mais aussi une mission économique qui est la sécurisation d'innovation à risque. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on en revient à ce mouvement synchrone de privatisation et de nationalisation du droit de l'espace. Très belle démonstration. Merci beaucoup, Alban. Vous avez cité les accords Artemis. Alors, l'Allemagne a signé la semaine dernière, contre toute attente, les accords Artemis, devenant le 39e signataire, et j'ajoute le 9e signataire membre de l'Agence spatiale européenne, ce qui n'est pas sans signification. La mise en scène de l'événement avec 2 astronautes européens de nationalité allemande dit beaucoup du pourquoi et du comment. Philippe, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la nature juridique de ces accords? Sont-ils contraignants pour les signataires? Et quelles sont les motivations de ces signataires finalement? Et quelles sont les balles qu'elles se tirent éventuellement dans les pieds en signant ces accords? Deux choses avant de commencer. C'est le 29e État signataire, pas le 39e. Ah, pardon, le 29e. C'est déjà beaucoup. Oui, pardon. Je reviendrai là-dessus. Et l'autre point, pour rebondir sur ce qu'a dit Alban, parce que tous mes collègues internationalistes, là, vont s'arracher les cheveux, quand même, le traité de l'espace pose les principes qui caractérisent le statut de l'espace extra-atmosphérique, la non-appropriation et l'utilisation pacifique, et on ne peut pas s'affranchir de ces principes aujourd'hui. Voilà. Sinon, ça veut dire que on laisse l'entreprise privée nous dicter finalement les choix pour le futur de l'espace et de nos sociétés. Moi, je veux bien qu'on entre dans cette logique-là, mais des États, des gouvernements ont posé des règles. Ces règles, ils les appliquent. Et d'ailleurs, les États-Unis, même à travers les accords Artemis, ne remettent pas en cause le traité de l'espace et le principe de non-appropriation de l'espace.
ces accords Artemis qui font beaucoup de bruit. En effet, parce que c'est une approche américaine. De quoi parle-t-il peut-être? De quoi parle-t-il? Eh bien, ce sont des accords qui envisagent la réglementation autour de la coopération scientifique des usages de la Lune. Donc, l'idée des accords Artemis, c'est d'accompagner l'établissement du programme Artemis de la NASA, qui est un programme qui consiste à établir sur la Lune une base d'habitation permanente. Et ces accords vont poser un ensemble de règles qui vont s'appliquer aux partenaires du programme Artemis, sachant que les accords ne représentent pas un traité international, ils n'ont pas force obligatoire, ce sont un peu ce qu'on appelle un gentleman agreement. Mais ce qui est intéressant à travers ces accords, c'est que les Américains vont aller un peu donner leur interprétation du traité de l'espace, dont l'article 2 sur l'appropriation de l'espace qui a été mentionné par Alban, car les Américains considèrent que l'article 2 du traité de l'espace, qui pose le principe de la non-appropriation de l'espace et des corps célestes par quelque moyen que ce soit, y compris par des entreprises privées, y compris par une appropriation, je dirais, privée, ne s'applique pas aux ressources. Donc le débat, il est là, et les Américains, comme le Luxembourg, comme les Émirats arabes unis, comme le Japon, qui ont adopté des lois similaires, considèrent qu'il faut faire une distinction entre la non-appropriation du territoire lunaire et la possible exploitation des ressources des corps célestes. Et c'est là qu'il y a un élément de débat et de discussion. Les Américains sont là, effectivement, je dirais, ont eu le flair de poser sur la table ces accords, de les présenter à leurs futurs partenaires comme eh bien, un moyen de les associer au programme scientifique Artemis de la NASA. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne participera pas à Artemis avec la NASA si on ne signe pas les accords, mais quand même, ce serait préférable de signer les accords si on veut avoir une belle place dans le programme Artemis. Et face à cette interprétation, cette logique libérale, parce que pourquoi les Américains ont adopté leur loi en 2015 sur l'exploitation des ressources, qui est confirmée en fait par la logique des accords Artemis, c'est parce que derrière, il y a eu un lobby intense d'entreprises à Washington qui ont convaincu le gouvernement américain qu'il y avait un marché autour de l'exploitation des ressources des corps célestes. Alors ce marché, on en est très loin, sauf que si on veut établir une base d'habitation permanente sur la Lune, ben, il faut exploiter des ressources au moins pour à l'aménagement de la base et peut-être pour permettre à la population d'astronautes de vivre, puisqu'il est question d'exploiter le régolithe et l'eau. Donc forcément, on aborde la question de l'exploitation des ressources. Et donc, ben voilà, on a une vision qui, à la fois, est une vision libérale et aussi qui est une vision unilatérale, puisque finalement, c'est la position de quelques pays qui tend à s'imposer sur la vision de la communauté des États parties. Sauf que 29 États signataires, c'est déjà beaucoup. Si on compare aux États membres du comité des utilisations pacifiques de l'espace à l'ONU, ben 29, c'est beaucoup. Et quand on voit la liste des 29, ce n'est pas des pays c'est pas des petits pays. Vous avez des grandes puissances spatiales, y compris des États qui ont signé et ratifié l'accord sur la Lune. Donc, si vous voulez, quelque part, les Américains, ben, ils ont gagné, ils ont imposé leur vision. Bien sûr. Est-ce que ça s'applique dans la pratique, en fait, à un multibilatéralisme? Ben, c'est les Américains et leurs alliés, en fait. En fait, c'est les Américains et ceux qui se définissent un peu dans le club des États-Unis en matière de coopération spatiale. Donc, c'est tous ceux qui sont intéressés par une coopération avec la NASA, notamment. Une forme de coalition des like-minded. Ben, alors, qui s'oppose objectivement à Artemis? Qui s'oppose? Les Russes. Et c'est tout. Il n'y a que. Ils sont tellement minoritaires au comité qu'on ne les entend même pas. C'est même indécent la manière dont on traite, je le dis, les représentants de la Russie, grande puissance spatiale, on ne les écoute même pas sur la question.
C'est le rouleau compresseur des États-Unis avec leurs alliés et qui avance avec le dossier sur la table au moment où l'ONU dit on va mettre un groupe de travail en place pour réfléchir au régime de l'exploitation des ressources des corps célestes. Le régime, il est tout trouvé, c'est Artémis. D'accord. Du coup, je rebondis sur... J'avais l'impression qu'elle Oui, allez, attends, pardon, bien sûr, bien sûr. Sur l'exploitation des ressources Non, sur spatiales. le droit international privé. Loin de moi l'idée de vouloir faire s'arracher les cheveux au droit international publiciste. Non, mais en fait, ce qui est intéressant avec Artemis et en même temps cette interprétation par le droit interne de la possibilité de titre de propriété, c'est ça que ça démontre, c'est que les Américains et les Luxembourgeois estiment que les titres de propriété sur les ressources spatiales sont conformes au droit international public. Tout à fait. Donc, à partir de ce moment-là, que les publicistes et les privatistes le veuillent ou non, on a des titres de propriété sur des ressources qui sont valides en droit interne et estimés par l'État les ayant édictés comme étant valides en droit international public. Donc, qui juge à la fin la sauf question. en droit international public. C'est pas à 4 États de donner leur interprétation d'un traité. C'est à la communauté des États parties et c'est pour ça que le comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique de l'ONU a mis en place ce comité de travail. Mais dans cette logique, le comité de travail qui doit rendre son rapport en 2027, de toute façon, il n'aura pas d'autre choix que de valider les accords Artemis. Parce que 29 aujourd'hui, certainement 39 demain. 39 signataires. Voilà. Donc c'est un bel outil de soft power. C'est du soft power, c'est un passage en force, c'est une diplomatie parallèle par rapport à la diplomatie mise en place à l'ONU. Et puis derrière, c'est l'entreprise qui dicte sa loi. Isabelle, donc ça, un peu pour aller dans la suite de ce que vous disiez tout à l'heure et de ce qu'on entend, donc on est loin du monde finalement qui a prévalu d'abord dans la période de guerre froide, puis à partir de 1975 et de l'Apollo-Soyouz, la poignée de main dans l'espace entre les Russes et les Américains. À partir de ce moment-là a prévalu une espèce de diplomatie spatiale où on essayait effectivement de ne pas traduire dans l'espace les rivalités sur Terre, aussi de faire basculer les Russes dans le monde occidental pour éviter aussi une fuite des cerveaux vers l'Iran, par exemple, ou vers d'autres nations plus problématiques. Depuis l'invasion de l'Ukraine, on voit clairement que l'espace a été mis dans le régime des sanctions, que certaines coopérations internationales ont été discontinuées. Est-ce que vous voyez dans ce nouvel ordre finalement des risques à moyen et long terme sur les coopérations, l'idée qu'on se faisait de la coopération spatiale, une recomposition des alliances et à terme des risques géopolitiques, parce qu'une des raisons pour laquelle on avait cette géopolitique spatiale, c'était pour, sur des programmes à très long terme, créer une certaine stabilité et une interdépendance des acteurs, facteur finalement de paix, au moins dans ce domaine. Oui. C'est peut-être l'autre éléphant dans la pièce, je dirais. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps de rivalité géopolitique. Et c'est vrai que, bien sûr, on voit bien comment les États projettent dans l'espace leurs logiques internes, avec effectivement la philosophie américaine qui s'applique à la fois parce qu'ils ont cette vision du rôle de l'entrepreneur dans la nouvelle frontière, parce qu'ils considèrent que c'est eux qui ont ouvert la Lune au monde entier, un petit pas pour l'humanité, mais en réalité un petit pas, un grand bond pour l'humanité, pardon, un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité, mais en même temps c'est quand même un drapeau américain qui est derrière, même si au départ le drapeau américain n'était pas forcément voulu par Kennedy, en tout cas avec Nixon, il y a le drapeau américain qui flotte derrière et derrière on voit bien, alors ils sont plus petits, mais quand même des signes nationaux à la fois des Russes, des Chinois, des Indiens et le reste à venir. Mais en réalité, je dirais que cette question précisément de la géopolitique et de la projection dans l'espace, elle masque aussi un élément qui est très très important, qui est l'interdépendance. C'est-à-dire, et on le voit bien quand on commence à parler règles de trafic spatial, problème des interférences, et malgré tout, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Philippe, il y a quand même une vraie difficulté à faire comme si le COPIUOS, qui est le comité des Nations Unies en charge des questions spatiales, n'était finalement plus qu'un accessoire par rapport à des politiques des États qui dictent ce qu'il en est. Alors oui, les choses ont beaucoup changé, puisque la Russie a été, de par sa conception même
même de ce que devait être un droit général international vous le diriez mieux que moi en tant que juriste, mais dès l'écriture du traité de 67, il y a eu une forte influence de la manière dont la Russie voyait des utilisations internationales, et en particulier du rôle des États et de la nécessité de passer par un rôle des États qui était responsable des activités spatiales. Bon, aujourd'hui, la Russie, elle bloque ce qu'elle peut bloquer aux Nations Unies. C'est à peu près tout ce qu'elle fait. Le cas de la Chine, c'est intéressant parce que la Chine, elle ne va pas soutenir les États-Unis, elle ne va certainement pas signer les accords Artemis. En même temps, elle ne sait pas très bien. Je pense que c'est important de revenir à ce que disait Allemand tout à l'heure, c'est-à-dire quel est le réalisme de tout ça. C'est-à-dire que la Chine ne sait pas très bien ce qu'elle va faire dans l'espace, dans la Lune, sur la Lune, combien elle va investir, quelle va être la taille finalement de cette implantation, la durée de cette implantation, le budget même qu'ils vont mettre. Parce que là aussi, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est si les États-Unis ont un secteur industriel aussi puissant et aussi actif, c'est parce que les budgets investis dans l'espace par les États-Unis sont absolument incommensurables avec le reste du monde. Aujourd'hui, les États-Unis sont à près de 60 milliards de dollars, là où les Européens vont être à 15. On estime que les Chinois, qui n'ont pas de chiffre officiel, sont à peu près dans le même ordre de grandeur. Et même si vous montez à 20 milliards de dollars, vous êtes quand même encore très loin des 60 milliards de dollars américains. Les Russes sont peut-être à 4 milliards, les Indiens à 2 milliards. Donc, si vous faites un petit effort d'imagination et que vous cumulez les 60 milliards américains, alors en effet différents selon les époques et devises, mais globalement, je peux vous assurer, pour avoir fait des dizaines et des dizaines de budgets spatiaux dans le monde, l'écart est toujours le même. Vous avez un rouleau compresseur américain dans le domaine du développement des nouvelles technologies spatiales, dans le domaine des acteurs industriels, dans le domaine des programmes militaires, dans le domaine des programmes civils. Donc ça, c'est vraiment l'élément. Mais à côté de ça, la coopération, elle continue à exister et elle continuera obligatoirement à exister. Et finalement, j'aime beaucoup cette question parce que j'en ai un peu assez à titre personnel de devoir en permanence dire aux journalistes, mais l'espace, c'est pas qu'un lieu de conflit, c'est pas qu'un lieu de compétitivité. C'en est un. C'est évident, on n'est pas en train de discuter de ça. Mais à côté, on est interdépendants et on a absolument besoin de trouver des lieux de coopération. La coopération scientifique, elle a toujours existé. Il y a le COSPAR, qui est la comité de recherche spatiale, dont on parle de moins en moins. Et c'est d'ailleurs assez frappant de voir que pendant la guerre froide au COSPAR, les Russes, enfin les Soviétiques et les Américains se retrouvaient et arrivaient à se parler, alors que depuis l'invasion de l'Ukraine, eh bien, le COSPAR s'est considérablement fermé aux représentants russes, ce qui, là aussi, dit beaucoup de choses de l'instrumentalisation diplomatique qu'on peut faire des instances internationales. Donc, aujourd'hui, la coopération, les Indiens sont sur la Lune, eh bien, tout le monde reçoit les informations scientifiques. Quand les Chinois y sont et quand les Américains y sont, la circulation scientifique continue à exister. Donc, je pense que parler de diplomatie spatiale, c'est de plus en plus compliqué. On voit quand même que quand on est vraiment interdépendant, c'est-à-dire pieds et poings liés, cas de la Station spatiale internationale, l'ISS, bien là, miraculeusement, les Américains excluent la coopération sur l'ISS des sanctions. Et on voit toujours décoller depuis Baïkonour des astronautes américains dans des vaisseaux russes, et on voit des astronautes russes en coopération dans la station avec les Américains et les invités, enfin, les autres partenaires de la station. C'est d'autant plus évident que, si vous voulez, les deux premiers modules fondateurs de la Station spatiale internationale, ils sont russes. Et donc, de toute façon, la station ne peut pas exister. Donc là, vous êtes dans un cas d'interdépendance. Vous pouvez le lire sur le mode de la bonne nouvelle, à savoir que oui, les envoyés de l'humanité dans l'espace ont un statut à part qui est acté par des traités sur le statut des astronautes. Mais effectivement, eh bien, tout compte fait, on arrive à passer au-dessus des rivalités terrestres quand on est dans l'espace. Ça, c'est la version, je dirais, positive. Puis, il y a la version qui est plus cynique. Ben, quand on ne peut pas faire autrement, on se débrouille pour faire avec. En revanche, nous, Européens, on a appliqué et renoncé à cette mission vers Mars qui devait être faite avec la Russie et pour lequel il y a un investissement scientifique énorme qui a été accompli aussi bien du côté russe que du côté européen et qui est effectivement un gaspillage terrible de ressources, de moyens, et je parle
plus encore intellectuel et humain que financier. Et c'est d'autant plus dramatique que je suis la première à savoir que faire de la science, c'est aussi faire de la politique, on est bien d'accord, mais que là, quand même, il y avait aussi des enjeux, tout simplement, de thèses, de publications, d'équipes de recherche, etc., qui, eux, ont été balayés parce que cette interdépendance, elle n'était pas assez forte, parce qu'on a appliqué les sanctions. Donc, pour finir, je dirais, oui, la diplomatie spatiale, elle évolue. On ne sait pas trop quoi en faire, mais je me demande si ça ne serait pas plus pertinent, je n'ai jamais dit comme ça, mais en y réfléchissant, est-ce que ça ne serait pas plus pertinent de se scinder entre diplomatie scientifique dans l'espace et puis diplomatie en quelque sorte tout court, là aussi, dans le domaine du spatial et des activités spatiales. Et je pense que du coup, on s'éviterait cette espèce de mot-valise de diplomatie spatiale qui est bien commode, mais qui en réalité est sans doute pas si pertinent que ça. Alors, puisque vous avez parlé des Russes, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est l'échec de la mission lunaire russe. Est-ce que la Russie est en train de devenir l'homme malade de l'espace? La première question. Et comment lire cette visite impromptue, dirais-je, au cosmodrome de Vostochny du leader nord-coréen et l'annonce qui a été faite juste après par Dmitri Peskov de l'idée russe d'envoyer un ressortissant de ce pays dans l'espace. Oui. Alors, je dirais que, très honnêtement, depuis son arrivée au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine, il a jamais aimé vraiment l'espace. C'est-à-dire que globalement, pour lui, ça fait partie de l'héritage soviétique et à ce titre, il doit être préservé. Et il est exclu que la Russie ne soit pas dans l'espace. Et l'ISS, ça permet encore de garder ce mythe qui est quand même tellement important, je dirais, pour un certain nombre de Russes, qu'il y a encore quelque part un domaine dans lequel ils sont à parité avec les États-Unis et dans lequel les États-Unis ne peuvent pas les ignorer. Donc ça, je pense que c'est très important. Malheureusement, la science, ça ne rapporte pas ce type de laurier, ça ne donne pas cette lisibilité. Et on a bien vu la réforme de l'Académie des sciences russes qui a été faite. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est les budgets. Et on voit très bien que la science spatiale russe, elle a été sacrifiée et qu'elle n'a survécu que grâce à la coopération qui a été faite beaucoup avec l'Europe, un peu avec d'autres pays, avec la Chine en partie, avec aujourd'hui un renversement où finalement les moyens chinois permettent aux Chinois d'être peut-être plus leaders qu'ils n'étaient, peut-être pas, mais sûrement être plus leaders qu'ils étaient il y a 20 ans. Mais en tout cas, la science spatiale, elle se survit et elle se survit. Je voudrais pas faire d'espace pour les bisounours, mais je pense vraiment, pour bien connaître la communauté scientifique spatiale, à laquelle je n'appartiens pas, hein, elle se survit par un petit peu la passion, l'investissement et le dévouement des scientifiques russes à ce sujet. Je pense qu'on ne va pas évoquer les lits d'hôpital et dire que finalement l'hôpital y survit grâce à l'abnégation et au dévouement des équipes, mais je pense que la science spatiale russe, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment le fait que vous acceptez d'être mal payé, vivre dans des conditions difficiles, mais pour continuer à faire quelque chose qui vous paraît important. Alors l'échec de Luna 25, il est triste parce que on n'est pas allé jusqu'au bout de la mission, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a raté son alunissage. Apparemment, elle l'a raté pour, encore une fois, des défauts de contrôle qualité probablement, et sans doute pas assez de vérification sur le fameux logiciel, et probablement pas assez de vérification parce que pas assez d'argent ou parce que trop pressé par le temps, etc. Donc, la vraie difficulté aujourd'hui de la Russie dans le domaine de la science spatiale, ça va être son isolement. C'est-à-dire avec qui elle va réellement pouvoir coopérer. Et puis on a l'autre volet, alors là on se retrouve sur les bons basiques des années 60, et là, si vous voulez, on va pouvoir rechausser les lunettes dont je disais au début de mon exposé que c'était peut-être pas les meilleures, mais là pour le coup elles sont parfaites. On a deux chefs d'État sur un cosmodrome avec des magnifiques missiles /lanceurs derrière eux, et effectivement, alors, on fait quelque chose d'un petit peu plus que de simplement se présenter en défi à la face du reste du monde, et en particulier du monde démocratique. Je pense qu'il y a aussi une autre dimension, c'est pour la Russie de montrer son basculement quand même vers l'Est.
C'est-à-dire qu'effectivement, le basculement vers l'Asie de la Russie, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, dont on a plusieurs témoignages, dont le développement de cette base spatiale en Extrême-Orient pour remplacer la base de Baïkonour. Une idée qui, à une époque où les choses allaient mieux et où le monde était plus apaisé, d'essayer de, par exemple, créer une cité scientifique avec la Corée du Sud, par exemple, là aussi à proximité et dans cette Sibérie qu'il faut à la fois faire vivre, faire développer, qui va changer elle aussi à cause du réchauffement climatique. Et donc, il y a aussi quand même cette petite dimension, même si il est bien évident que la Corée du Sud n'est certainement pas l'acteur, comment dirais-je, le plus ouvert et le plus coopératif qu'on puisse identifier en Asie, et c'est peu de le dire ainsi. Merci Isabelle. Alors, dans les questions, je vois une sensibilité à l'environnement et à la notion d'espace comme commun de l'humanité. Et puis, des questions aussi sur, et c'était nos prochaines questions, sur la place de l'Europe dans tout ça. Alors, quelqu'un me nous dit depuis la Grèce, quels sont nos objectifs. Alors, un grand directeur de l'ESA dans les années 70 disait, alors, la France fait l'espace pour la gloire de la France, c'est-à-dire le lien avec la force de frappe, évidemment, et le développement des lanceurs. Les Anglais font l'espace pour l'économie britannique. Donc, c'est pour ça qu'on leur a donné les télécommunications au début, enfin, dans cette espèce de grand package deal qu'il y avait pour faire l'Europe spatiale, on leur a donné les télécoms. Les Italiens font l'espace pour l'industrie spatiale italienne et les Allemands se demandent toujours pourquoi ils font de l'espace. Et c'est pour ça qu'on leur a donné les vols habités que personne ne voulait faire. Donc, vous ne voulez pas dire de qui il s'agit, qui est l'auteur de cette c'était George Van Rett, caricature. à son âme. Mais ça marche. Et je dirais que ça a marché jusqu'en 2014, quand les Allemands se sont positionnés sur le secteur des lanceurs. C'est-à-dire, on dit non, mais finalement, ça ne vous intéresse plus. La station spatiale, nous, on veut faire des lanceurs. Et là, on a commencé à avoir un peu tout le monde sur le même segment, sur tous les segments à la fois, et ça a commencé à devenir de plus en plus difficile de faire des package deals. Mais si on parle d'exploration, puisque c'est le thème qui nous réunit, bon, vous avez peut-être entendu parler du rapport du groupe de travail Ashlag à l'ESA, qui finalement commençait à pousser l'exécutif vers une approche des vols habités en Europe. Il y a eu beaucoup de retentissement sur les médias, beaucoup ont écrit des tribunes. Je pense à François Leproux en disant il faut qu'on aille vers l'espace habité. Donc peut-être Alban, je vous donne la parole. Quelle est la fenêtre de tir finalement pour les Européens? Quels sont les modèles possibles pour nous pour aller vers cette exploration humaine? J'aime beaucoup la caricature que vous venez de faire parce qu'elle rappelle la qualité principale qu'a l'Europe en général sur ces sujets de politique technologique, qui est celui de l'art de s'accorder sur nos désaccords. Peut-être qu'on retrouve cette compétence-là. En fait, l'enjeu sur la question de l'exploration spatiale, qui ne se résume pas qu'au vol habité, on connaît le débat sensible et historique, le troisième éléphant dans la pièce en une heure de conférence, qui est l'éternel débat entre est-ce qu'on envoie des astronautes, est-ce qu'on envoie des robots, est-ce qu'on envoie les deux. Sur cette question-là, avant d'aborder la Lune et l'exploration lunaire, en fait, il faut que l'Europe profite de sa carte maîtresse, qui est la coopération spatiale. On n'a pas nécessairement besoin de développer un programme habité européen en propre. On a des partenaires à l'échelle internationale qui acceptent, comme on le fait depuis le début de la conquête spatiale et de l'exploration spatiale, service contre service, de nous donner des sièges pour nos astronautes. Alors là, je vous interromps. Parce que, alors, ce que nous a appris l'histoire, et là c'est l'historienne qui parle, c'est que pour être un partenaire fiable, il faut être un compétiteur crédible. Et aujourd'hui, moins on aura finalement cette capacité à être un compétiteur crédible dans cette aventure qu'est Artemis, par exemple, plus ça sera difficile d'être accepté comme un partenaire. Et c'est pour ça qu'on est devenu finalement nos propres opérateurs de lanceurs avec ce qui s'est passé sur les télécoms dans le passé. Donc ça, c'est un risque. La deuxième chose, c'est que ce système des barters, c'est-à-dire on propose aux Américains d'apporter des choses sans échange de fonds. Voilà. Aujourd'hui, les entreprises privées veulent jouer ce rôle.
Ils disent aux Américains, ils disent à la NASA, mais pourquoi vous demandez aux Européens de fournir une brique, un module dans la base lunaire, par exemple, la face lunaire, alors que nous, on pourra le faire très bien. Vous voyez? Donc, Non, mais entendons-nous bien, l'enjeu principal, justement, il est les Américains vont sur la Lune, les Chinois vont sur la Lune, les nouvelles puissances spatiales émergentes visent la Lune. Le fait est qu'on veut y participer et y envoyer des astronautes. Donc l'enjeu à ce stade, c'est justement de suivre la logique que vous venez de décrire, qui est de développer des services fiables, utiles et de haut niveau, qui justifient qu'en contrepartie, on nous laisse faire voler des astronautes à bord des missions. Et il faut avoir une approche extrêmement réaliste. Comme l'a très bien dit Isabelle, on n'a pas le budget spatial des États-Unis. On ne peut pas se permettre de faire un lancement à 2 milliards par lancement pour Artemis. On ne peut pas se permettre de développer un programme spatial habité aussi ambitieux que la puissance spatiale américaine avec le budget qu'elle a. En revanche, il y a des segments sur lesquels l'Europe bénéficie d'une puissance et d'un savoir-faire historique, sur lesquels elle peut s'engager pour les lunariser, entre guillemets, et fournir ses services en contrepartie d'un vol d'astronautes européens. Donc l'enjeu, en fait, n'est pas tellement de dire faire une réponse à la Normand, ni robotique, ni habité, mais les deux en même temps, en jouant sur la carte de la coopération. Et sur la question de la Lune, donc au sein de la NRT, avec nos travaux depuis maintenant 3 ans, on milite activement pour un engagement européen, pour une raison simple, c'est que le calcul est toujours le même, le spatial, c'est de la compétence plus de la science. À partir du moment où Américains, Chinois et Indiens décident que la Lune est le nouveau terrain de développement de savoir-faire et de compétences dans le spatial, on a une obligation de développer une compétence sur ce terrain-là, pour la raison que vous avez très bien dit. Pour être une puissance avec laquelle on coopère, il faut être un compétiteur sérieux. Ben, si les 3 puissances spatiales émergentes, enfin les 2 puissances spatiales émergentes, plus, même si la Chine est une puissance spatiale historique et que l'Inde aussi a un programme spatial assez ancien, mais si ces 2 nouvelles puissances spatiales, plus les États-Unis, décident que la Lune est le nouveau terrain de jeu, on doit nous aussi développer des compétences et des savoir-faire pour rester à la table des négociations. Et le coût de ne pas développer un programme lunaire ambitieux en 2023 se paiera dans 10, 15, 20 ans par une absence de l'Europe à la table des négociations. Donc en somme, c'est ça, c'est continuer à développer une compétence d'excellence et admettre que la Lune est le nouveau terrain de jeu des savoir-faire et des compétences en matière spatiale. Absolument. Avant que vous nous quittiez, Philippe, il y a une question pour vous. Les États, notamment qualifiés de petits sur la scène spatiale, peuvent-ils soumettre aux juridictions internationales la question spatiale et peut-être révéler une forme de coutume naissante qui s'impose à la communauté internationale et qui constituerait le cadre légal, notamment sur l'appropriation des ressources spatiales? Alors, question de Mourad Mazouz. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, 8 États équatoriaux ont tenté de proposer leur interprétation de la non-appropriation de l'espace en revendiquant des droits de propriété sur l'orbite géostationnaire. Ils avaient des arguments, bon, ils ont présenté leurs arguments, et les puissances spatiales ont balayé ces arguments, si bien que leur tentative d'interprétation ou de création d'une nouvelle coutume, parce qu'à l'époque, on a parlé aussi d'une coutume qui viendrait peut-être, qui s'appuierait sur la pratique des États équatoriaux, en lien avec l'orbite géostationnaire qui se situe sur le plan de l'équateur. Il faut comprendre pourquoi les pays équatoriaux revendiquaient les droits de propriété sur l'orbite géostationnaire, parce qu'on est sur le plan de l'équateur. Et ils disaient, ben, nous, États équatoriaux, on est pays particulièrement intéressés, on est légitime aussi à proposer, pourquoi pas, le développement d'une coutume en lien avec cette orbite. Sauf que leur voix n'a pas du tout compté face à la position des puissances spatiales. Donc, soit on est une puissance spatiale, et on a une puissance spatiale qui compte, et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Voilà, je pense exactement comme Isabelle, les États-Unis sont en hyperpuissance spatiale. Donc, ils peuvent plus ou moins faire ce qu'ils veulent. Soit on est une puissance spatiale, soit on est un petit pays, et dans ce cas-là, on n'a pas de prise sur le développement du droit de l'espace, sauf à avoir une coalition des États en développement, des puissances spatiales, au comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, mais dans le domaine des ressources, cette coalition, elle n'existe pas, puisque la majorité des pays qui traditionnellement soutiennent la parole des pays en développement viennent de signer les accords Artemis.
Donc, il n'y a même plus de voie alternative dans les pays en développement. Donc, ça me paraît peu probable. Alban, vous voulez réagir? Non, 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 du tout. je sens. Du Non, tout. Non, ça peut continuer. non. Isabelle? Non, non, on est d'accord. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions. On va vous libérer, Philippe. Ouais, je peux rester encore pour une question s'il faut. D'accord. Mais il y avait oui, une question sur les communs, en fait, et une autre sur les débris spatiaux, en fait. C'est-à-dire, on sent une sensibilité quand même à toute cette pollution spatiale, finalement. Et comment on peut légiférer dans le domaine, comment on peut agir dans le domaine? Alors, la chance, c'est quand même, si on prend la question des débris spatiaux, c'est que la problématique concerne tout le monde, y compris les puissances spatiales. Donc là, aujourd'hui, on doit tous agir. Donc, comment? Par l'adoption de normes techniques, par l'adoption de réglementations techniques, y compris sur le plan du droit national, pour faire en sorte d'avoir un développement plus responsable de l'espace. La seule question là qui peut se poser, c'est d'où viennent ces normes? Est-ce qu'elles viennent de l'industrie? Et c'est de là qu'elles viennent, finalement, de l'industrie des agences, ou est-ce qu'elles viennent des États? Est-ce qu'un pays va réussir à imposer son modèle? Pourquoi pas les Américains? Voilà. Donc, on est plutôt sur d'où vont venir les règles? Est-ce que ce sont des règles qui vont émaner de la sphère privée? Parce que l'entreprise, elle sait qu'elle va être soumise à une réglementation en matière de débris. Donc, autant être à l'origine ou faire partie de ceux qui vont la proposer, cette négociation. Ou est-ce que l'autre enjeu, c'est est-ce que les Américains vont pas arriver finalement avec une réglementation nationale plus avancée que les autres en disant, ah, voilà, la norme technique, c'est la nôtre. C'est l'enjeu. Mais heureusement, on entre dans cette logique où maintenant tout le monde est conscient qu'on doit agir, qu'on doit adopter de nouvelles règles techniques qui vont avoir un coût pour l'industrie, certes, pour prévenir les collisions en orbite. Alban? Oui, ce que soulève la question des débris et de la pollution, c'est aussi celle plus globalement de la durabilité des activités spatiales. En adoptant une perspective un peu plus large, récemment avec Isabelle, on a été interviewé par France Inter dans le téléphone sonne, donc le concept de l'émission, c'est les questions des auditeurs, et le fait est que quasiment les 2 tiers des questions portaient sur l'adéquation environnementale du spatial, et tant l'industrie que les universitaires qui réfléchissent sur le sujet ne peuvent pas faire l'économie de penser la question. Et il y a l'enjeu des débris, mais il y a plus globalement la place du spatial aujourd'hui et du développement de l'industrie spatiale dans un monde à +1, +2, +3 degrés. Et donc là, il faut repenser véritablement la place, la communication de l'espace sur le sujet. Est-ce que, par exemple, quitte à poser un 4e ou 5e éléphant dans la pièce, je les compte plus, mais poser la question du tourisme spatial, est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour l'industrie spatiale de communiquer sur le sujet? Est-ce que c'est une activité prioritaire? Est-ce que c'est une activité compatible avec un monde en plein bouleversement climatique? Et je tiens à souligner, il y a des associations en France, dont une qui est excellente, qui est composée d'ingénieurs, donc Aérodécarbo, qui a travaillé sur les enjeux de décarbonation de l'aviation et qui est actuellement en train de travailler sur un rapport sur la décarbonation du spatial. Mais donc sur cette durabilité, c'est important. Et donc l'enjeu aussi, juste pour le faire très court, sur la question du lunaire, on nous a beaucoup posé la question, quelle est la place d'une ambition lunaire dans un monde en plein bouleversement climatique? La question est légitime. La réponse à cette question, c'est oui, il y a une conscience de l'empreinte écologique, il y a l'importance géopolitique d'y aller. Donc, le meilleur moyen d'agir en faveur de la durabilité lunaire, c'est de rendre utiles les développements et les programmes technologiques qui y sont développés. C'est-à-dire faire ce qui était accidentel jusqu'à présent, les bénéfices terrestres de technologies spatiales, un principe architectural d'émission. Donc oui, c'est polluant, oui, c'est une activité qui a une empreinte environnementale, on est au courant, on l'a en tête, il y a l'importance géopolitique d'y aller, donc faisons de l'espace utile. Je peux juste, avant de partir, parce que vous avez dit tout à l'heure, bon, c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'enseigne le droit de l'espace à des étudiants, j'ai vu 3 générations, enfin 3 comportements se succéder. Ceux qui suivaient le cours droit de l'espace, un peu par curiosité, donc c'était jusqu'à Elon Musk, et en plus, après, il y a eu la rupture Elon Musk. Vous avez eu Elon Musk? Non, j'ai pas eu Ah bah non, parce que là, on t'en voudrait. Et on a toute une génération de jeunes qui sont arrivés vers le spatial fascinés par Elon Musk. Mais depuis 2 ans, Elon Musk ne fait plus rêver. L'envoi de touristes dans l'espace est sujet à critique. Si aujourd'hui, la communauté spatiale ne prend pas la question au sérieux, elle va se retrouver dans la même situation que la communauté aéronautique.
c'est-à-dire un désengagement de la société. Mais moi, je dirais que ce qui sauve le spatial, c'est que l'environnement, il le connaît bien. Parce que, accessoirement, quand même, les satellites d'observation de la Terre et les satellites scientifiques, ça fait 50 ans qu'ils étudient l'environnement de la Terre. Et que si aujourd'hui, on arrive plus ou moins à faire des modèles, aussi imparfaits soient-ils, concernant l'évolution du climat, c'est bien précisément parce qu'on a des données spatiales. Bon, alors, il y a le fameux trou d'ozone, mais il n'y a pas que ça. Il y a la capacité à analyser aussi bien la météo solaire, etc. Donc, c'est véritablement au cœur des activités spatiales. L'observation de la Terre, c'est peut-être, on parlait de la guerre froide, c'était déjà très important parce que ça permettait de surveiller les sites de missiles et éventuellement de faire des frappes. Donc l'observation, c'est vraiment un fil directeur du spatial. Alors là, en plus, en tant que géographe, je me sens particulièrement à l'aise, qu'on a un peu tendance à oublier, mais qui est en réalité toujours là. Aujourd'hui, de quoi on a parlé? On a parlé parce que l'Europe, elle n'est pas toujours absente. Elle ne sait peut-être pas très bien se vendre parce qu'elle ne peut pas faire caler intérêt national, fierté nationale, etc., etc. Mais enfin, on a tous parlé des données fournies par Sentinel-Hub, c'est-à-dire en fait le programme Copernicus, qui est ce grand programme d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne, qui est un programme ouvert à tous, un programme scientifique et qui fait des mesures avec une coopération internationale qui ont été les mesures sur lesquelles on s'appuie tous. Donc, si vous voulez, je crois que la communauté spatiale, l'environnement, ça fait quand même partie. Alors, pas les gens comme ADN ou Jeff Bezos, ça je suis bien d'accord, sans parler des gens comme Trump, pour lequel la NASA a dû rebaptiser une partie de son programme climat pour continuer à avoir des financements, parce que sinon, Trump jugeait que c'était vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Mais en réalité, la communauté spatiale, elle a quand même cette approche, cette connaissance, et effectivement, après, la question, c'est quel type d'activité on veut mener, pourquoi y faire et dans quelles conditions. Et bon, on ne va pas revenir sur robot ou pas robot et astronaute ou pas astronaute, mais c'est évident que faire vivre des hommes, faire vivre des machines avec de l'intelligence artificielle, ça ne va pas coûter le même prix, ça ne va pas avoir les mêmes implications, ça aura peut-être des intérêts technologiques et humains moindres, j'en sais rien, mais tout ça, c'est des grands débats. Et moi, s'il y a quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est que maintenant, l'espace, il faut que ça devienne aussi un enjeu de société, parce que ça n'était pas. Et du coup, je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui, et c'est agréable qu'on puisse faire des émissions comme ça, parce qu'il y a 20 ans, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu un large public qui avait envie de débattre de finalement qu'est-ce qu'on va faire dans l'espace. Et je pense que ça, c'est vraiment maintenant une question de société. Oui. Puis il y a la question de la préservation aussi de l'accès à l'espace. Ce que signifie la pollution orbitale, c'est ça, c'est quel est l'accès à l'espace qu'on est capable de garantir aux générations futures, mais même sur un très court, voire moyen terme, en fait. Hein. Ce qui est en jeu, voilà, c'est quel espace pour la 4e génération d'étudiants de Philippe, post-Elon Musk, post-environnement. Mais voilà, je rejoins Isabelle. Et en même temps, ces étudiants-là, quelque part, moi, enfin, d'une façon générale, je ne sais pas pour ceux de Philippe, mais quand je fais des conférences et que je demande dans la salle, alors évidemment, les gens qui viennent assister à des conférences sur le spatial, ils aiment bien l'espace, mais et que je demande combien de personnes imaginent que pour faire vraiment de l'exploration sur la Lune ou sur Mars, il faut qu'il y ait des êtres humains, des hommes et des femmes, j'ai quand même la moitié de la salle qui répond que l'exploration, ça n'est possible que s'il y a vraiment, elle n'est actée que par une présence humaine. Ce qui là encore fait un petit peu réfléchir et demanderait qu'on est sans doute dans le monde spatial un peu plus dans les disciplines de sciences humaines et sociales, un petit peu plus de sociologues, d'anthropologues, de psychologues qu'on en a. Parce que là, c'est eux qui pourraient nous donner des éléments de réponse qui seraient pertinents au lieu de, là encore, sauter sur les idées toutes faites qu'on peut trouver assez facilement, genre le public aime l'espace ou le public aime pas l'espace, ou le fameux ADN de l'exploration qui fait qu'on a toujours besoin de franchir la porte, etc. etc. Donc, tout ça, c'est pas très convaincant, mais il y a moyen certainement de faire beaucoup mieux. Cela dit, moi, j'observe, la première fois, ça m'a vraiment frappée, c'était dans un événement public à la mairie du 15e. J'étais avec Jean-Pierre Ignoret et puis on a discuté là, et je me suis assise et il y a une dame qui m'a dit mais vous l'avez touché. Alors je dis mais je dis et elle me dit mais
c'est comme un pouvoir thaumaturgique, en fait. Alors, il y a cette dimension des envoyés de l'espace, hein, c'est des envoyés de l'humanité dans l'espace, des astronautes. Et c'est vrai que sur le public, c'est quasiment sacré. Enfin, il y a une dimension quasiment sacrée de l'astronaute. Et il faut avouer que on n'aurait pas le même retentissement de l'espace sans les astronautes. Enfin, c'est un bon équilibre à trouver, mais alors. Et c'est amusant, il y a des aspects, justement, en écrivant mon livre, j'ai regardé un peu le tourisme spatial. C'est fascinant de voir comment nous, on appelle ça le tourisme spatial, mais comment les gens qui pratiquent ce tourisme spatial ne veulent surtout pas être appelés touristes. Mais absolument pas. C'est un mot qu'ils n'emploient jamais. Ils sont des explorateurs privés, ils sont, etc., etc. C'est vraiment très étonnant de voir cet imaginaire qu'eux-mêmes veulent porter du fait qu'ils sont dans l'espace, ils accomplissent des expériences, ils font des tests physiologiques, etc., etc. Donc je pense que là, on touche aussi une dimension de l'extraordinaire de quitter la Terre. Ça, c'est certain. Du coup, je reviens vers une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure. Bon, moi, dans les évolutions, il y a une des choses que je vois, c'est la sortie d'une logique de trajectoire, c'est-à-dire où on partait de la Terre pour aller quelque part dans l'espace, vers une logique de territoire où on va faire des choses d'un point à l'autre dans l'espace, par exemple ravitailler des satellites, leur redonner de la vie, aller d'un corps à une station. Comme avec la station cislunaire dont on parlait tout à l'heure, ou s'installer sur un astre. Donc, finalement, est-ce que l'espace est le prochain okoumène, l'espace habité du genre humain? Je ne sais pas. J'aurais tendance personnellement à dire que pour faire un okoumène, il faut vraiment que ça soit habité. Mais en termes de développement, oui, c'est sûr que l'espace proche, au moins, alors est-ce qu'il va jusqu'à la Lune? C'est quand même 400 000 km en moyenne, mais est-ce qu'on peut imaginer que oui, il va y avoir une forme de banlieue terrestre qui va se mettre en place? Oui. J'aime bien l'image de passer de la trajectoire au territoire. Au territoire. Alors, les territoires, ça, c'est un mot que j'aime pas, parce qu'en tant que géographe, non, mais c'est un mot que j'aime pas. J'aime beaucoup le mot territoire, mais j'aime pas beaucoup l'utiliser, même si une maison d'édition un jour a donné comme titre à un ouvrage qu'on avait fait l'espace nouveau territoire, alors que bon, bref, c'est pas un territoire, parce que se posent toutes les questions précisément de ce qui caractérise le territoire, aussi bien pour les géographes que pour les juristes. Oui, on va trouver plein de sujets qui font que vraiment c'est un mot compliqué à utiliser, mais en revanche, cette idée de trajectoire, c'est très important parce que là encore, quand on lit beaucoup de choses où les gens veulent absolument promouvoir, alors on dit la conquête spatiale, moi j'aime mieux l'exploration spatiale ou l'activité spatiale, mais ils disent de toute façon, il y a eu la conquête de l'Ouest, il y a eu les chemins de fer, etc., etc. Sauf que, il y a même la Compagnie des Indes orientales, etc. Mais sauf que, on partait d'un point de départ, on arrivait à un point d'arrivée et on faisait le retour. Et la logique économique de ce système, c'était précisément cet échange, parce que s'il n'y avait pas échange, alors c'était un échange totalement inégalitaire, il y avait ceux qui avaient lancé cet échange qui en étaient les grands bénéficiaires et les autres qui se trouvaient appauvris, ça c'est tout à fait évident dans l'histoire de la colonisation et du reste, mais n'empêche qu'il y avait un échange. Or, même si on ne passe pas à la logique de trajectoire, j'ai quand même du mal à imaginer un trajet retour de la Lune vers la Terre. En revanche, je vais céder la parole à Allemand. En revanche, je pense que la question des échanges dans le milieu spatial et de l'écosystème spatial en tant que tel, en quelque sorte hors Terre, ça c'est peut-être un nouveau sujet à creuser. Enfin, avant d'envisager la Lune ou l'espace comme écoumène, on voit déjà qu'on arrive à se reposer sur la Lune dans un premier temps et à envoyer des astronautes. Pour y rester. Ou en tout cas avec une rotation des équipes d'astronautes, mais déjà l'établissement d'une base pérenne en expansion durable sur la Lune, ce sera une nouvelle étape historique dans le développement de l'exploration spatiale. Est-ce que c'est un développement qui doit tendre vers un écoumène spatial où on a cette idée qu'on entend depuis les cosmistes russes de l'espace, la planète B, on va envoyer une partie de l'humanité sur la planète B. Bon, sans doute pas de mon vivant, sans doute pas du vivant de mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et on peut continuer encore sur quelques générations. En fait, moi, je préfère inverser la perspective plutôt et dire qu'on n'est jamais plus terrien que quand on envoie des astronautes dans l'espace.
Enfin, faut pas oublier ce qu'est un habitat spatial. C'est la préservation maximale de certaines conditions de vie terrestre, en réalité. Une pression atmosphérique à peu près respirable, un oxygène à peu près respirable. Mhm. Faut pas oublier le coût physique pour l'astronaute de son séjour en absence de gravité ou presque dans l'ISS. Enfin, donc, on n'est jamais plus terrien qu'une fois Mhm. qu'on a quitté la Terre, et on restera sans doute, même une fois qu'on aura établi dans quelques siècles des bases beaucoup plus éloignées, on restera toujours des animaux terrestres. Et c'est là où le spatial a son rôle à jouer, c'est se rappeler que c'est une technologie envoyée dans l'espace au service de la Terre. Et pour l'instant, on n'a pas quitté la banlieue Non. terrestre, et sans doute pas avant Alors, longtemps. cela dit, il n'y a pas une possibilité de mutation de l'espèce humaine? Oui, on verra. On verra. On verra. Il Oui, y a enfin, problème c'est de pas, temps. Hein. c'est Il y a un pas... problème de temps Non, avant de bien faire sûr. muter l'espèce humaine. Mais Et puis l'espèce humaine, elle a peut-être besoin aussi de s'adapter aux propres changements qu'elle a générés sur sa propre planète. Notre bien sûr. planète, elle est peut-être de plus en plus hostile, mais elle a quand même encore de l'eau, de l'air, du sol, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et pour rebondir sur ce que disait Alban, c'est frappant. Enfin, tout le monde, on a tous entendu des astronautes, on a tous vu des photos prises sur l'ISS. C'est toujours la Terre qu'on voit. C'est vraiment toujours la Terre qui revient. Et là où la NASA a capitalisé pour essayer de compenser les critiques qui lui étaient faites, parce que maintenant, on considère que le programme Apollo, c'est un immense succès, etc. Mais enfin, à l'époque où Apollo se faisait, à partir de 1972, la critique aux États-Unis contre la gabegie que représentait le programme Apollo, elle était telle qu'on n'a pas fait les dernières missions. Donc, et qu'on a sacrifié véritablement l'entraînement du matériel, d'où cette fameuse mission Apollo-Soyuz en 1975 pour un peu recycler tout ça. Donc, si vous voulez, la NASA, elle a vraiment capitalisé sur ces images de la Terre prises depuis la Lune. C'est-à-dire le lever de terre, c'est-à-dire cette petite planète bleue qui déambule, etc. Et il y a eu une vraie convergence entre le mouvement justement d'écologie qui naissait, le vaisseau Terre qui apparaissait à ce moment-là, et ce que la NASA a été capable de montrer concrètement. Il y a une anecdote que je trouve assez intéressante justement dans les touristes, entre guillemets, de l'espace. Il y avait Jeff Bezos qui a fait voler, pardonnerez mon incompétence en série télévisée, mais qui a fait voler un des acteurs de Stargate. Et ce monsieur qui est âgé maintenant, etc., il est redescendu. Et on a l'interview initiale avec Jeff Bezos qui est tellement content de ce coup médiatique et qui lui demande comment il a trouvé ça. Et il dit, je suis terrorisé. Je suis terrorisée. J'ai vu la Terre de loin et en gros, et ça se dit non mais c'était beau, c'était beau. Et lui répondait, je suis terrorisée. Et cette dimension-là, je crois qu'il en a écrit justement un bouquin derrière que j'ai pas encore pris le temps de lire, mais que je vais vraiment lire parce que justement, c'était quelqu'un qui était dans la science-fiction, dans l'idée qu'on s'ouvrait sur l'espace, etc., etc. Il fait un vol où il voit même pas toute la Terre parce qu'il n'est pas monté complètement en orbite et il revient en disant mais il faut absolument préserver la Terre. On est perdu quand on est en haut. Ça, je crois que c'est important. Alors, je vais prendre une nouvelle question qui sera le 6e éléphant dans la pièce. Si on va j'ai plus bien... tenir dans la pièce. Elle est grande, mais Ariane 6. Ariane 6, donc c'est une question de Vladislas Bogachev. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Donc, que pensez-vous de la coopération avec les États-Unis compte tenu du retard dans la construction d'Ariane 6? On va dire que les États-Unis ont été privés de lanceurs pendant un certain temps, après la fin de la navette, après l'arrêt de la navette, la première explosion de la navette. On va dire que les États-Unis, pendant près de 10 ans, n'ont pas eu une seule personne dans l'espace alors que les Russes continuaient à tourner, les Soviétiques continuaient à tourner autour de la Terre. Que ça n'a pas vraiment posé un véritable problème aux États-Unis et que c'est aussi la manière dont on va gérer ça. C'est un moment difficile pour l'Europe, c'est compliqué, c'est effectivement pas de chance parce que se sont cumulés l'absence de possibilité de faire les Soyouz puisqu'on a arrêté la coopération avec la Russie, des soucis sur le lanceur Vega C parce que là on coopérait avec les Ukrainiens, et puis Ariane 6 qui prend du retard. Bon, Ariane 6 prend du retard,
tard. L'essentiel, c'est qu'elle vole. Enfin, je veux dire, on n'est pas en déficit de lanceurs en ce moment dans le monde. Il faudra tirer sans doute les leçons de pourquoi on s'est un peu piégé. Mais bon, peut-être aussi on s'est un peu piégé parce que on n'a pas des budgets qui sont quand même si fascinants que ça, et puis qu'on n'a peut-être pas un marché intérieur qui est aussi porteur que peuvent l'être les marchés intérieurs des nouvelles puissances comme la Chine ou l'Inde, où là, il y a des besoins en infrastructure spatiale qui sont tels que la question du spatial, ça ne discute pas. Il y a Alban qui a ramené de son voyage en Inde, je trouve ça trop chouette, voilà, pour la caméra. Et en plus, il est en Indie, Times of India, sur la marche sur la Lune. Bon, l'Inde a été le premier pays à dire qu'absolument, il ne fallait jamais gaspiller de l'argent dans l'espace et que l'espace, ça devait toujours servir l'homme. Enfin, aujourd'hui, les Indiens, ils sont absolument enthousiastes d'avoir été capables, parce que ça démontre qu'ils ont leur investissement dans la science et la techno a été récompensé. Donc voilà, oui, on va bien. Ça illustre, et d'ailleurs, le discours de Modi qui a été très long. Trop long, je pense, pour les équipes qui attendaient le congrès. Je pense que ça illustre aussi, donc vous parlez tout à l'heure de la renationalisation en fait, des enjeux du spatial. Enfin, nous, on le voit un peu aussi à l'ESA, c'est que un des principes de la convention, c'était d'arriver à une européanisation du spatial. Et en fait, on arrive aujourd'hui, au lieu d'avoir une agence européenne qui serait l'agence de tout le monde, chaque pays veut son agence, chaque pays veut son astronaute. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est flagrant aujourd'hui. Pour coopérer, il faut être plusieurs autour de la table. Donc, par définition, il faut être aussi plusieurs politiques spatiales nationales qui ont la noblesse en Europe de vouloir se mettre autour de la même table pour, ce que je disais tout à l'heure, s'accorder sur les désaccords et faire programme commun. Mais c'est la question de la dialectique entre la coopération et la nationalisation. Peut-être aussi quand même que la grandeur de l'ESA, c'était précisément d'avoir été capable de la construire, cette coopération, ce qui n'était pas gagné quand même, si on se rappelle les années 70 ou au moment où elle est créée. Et puis, c'était peut-être aussi qu'on concevait beaucoup l'espace pour la science. C'est-à-dire que, et c'est pas pour rien que tout à l'heure je parlais des programmes Copernicus d'observation de la Terre, c'est-à-dire que vraiment en Europe on a quand même eu cette générosité de faire une Europe spatiale autour de la science. Et ça devient plus compliqué aujourd'hui, où on voit apparaître des enjeux économiques et un poids. Mais je pense qu'on peut quand même être fier en Europe de ce qu'on est. Enfin, je pense qu'on ne le dit pas beaucoup. Il y a un autre pays où c'est un peu la même chose, c'est le Japon. Je suis désolée, tout le monde a parlé de Luna pour finalement attendre plus ou moins qu'elle réussisse ou pas, parce que ça devenait un indicateur de l'état de la bonne santé du spatial russe. On a parlé avec très grande raison de Chandrayaan, parce que voilà, c'était un immense succès indien. On a parlé de Chang'e, etc. Bon, quand c'est la Corée du Sud ou quand c'est le Japon qui est en ce moment en train d'envoyer une petite sonde Slim qui fait un truc extraordinaire, parce qu'en fait, c'est une sonde qui, elle, a pour ambition de se poser là où ça va être compliqué d'aller. Et donc de dire, plutôt que d'avoir des rovers qu'il va falloir développer, etc., nous, on va faire une sonde qui va être capable d'aller sur des endroits compliqués avec de l'intelligence artificielle, une navigation. C'est fascinant. On n'en parle pas parce que le Japon va pas attirer l'attention du monde entier et des journalistes, et c'est vraiment dommage. Donc Japon et Europe, c'est un peu à nous aussi de dire qu'on existe. Absolument. Je pense que d'ailleurs, il y avait une des questions un des internautes qui disait c'est la science finalement qui permettra de contrôler les excès, que ce soit en termes d'empreinte sur l'environnement qu'est l'espace, ou que ce soit en termes de rivalité. Finalement, même s'il existe une rivalité dans la science spatiale, mais je suis très heureuse qu'on conclue finalement cette session sur la science. Vous voulez ajouter quelque chose, Albert? C'est vrai qu'on est à l'IRIS, donc c'est compliqué de ne pas parler de géopolitique ou de stratégie internationale, mais moi, en général, j'aime bien quand même juste rappeler que c'est magnifique quand même d'envoyer des missions spatiales à la découverte de l'univers en essayant de répondre par la technique, par la science et par la coopération à des grandes questions métaphysiques. Oui, il y a des enjeux géopolitiques, oui, il y a de la concurrence, oui, il y a des questions d'indépendance stratégique, de souveraineté, d'autonomie. Mettez tous les enjeux sérieux, mais rappelons-nous quand même, moi je suis juriste, donc j'ai aucune formation en ingénierie spatiale, donc ma naïveté technique fait que
je trouve ça beau qu'on balance un objet dans l'espace et ça retombe pas. Ça paraît bête et méchant, mais ça ne retombe pas. Et moi, j'irai encore plus loin. Je pense que ça, c'est important. Et puis, reparler d'une association comme le COSPAR, où de même, ces scientifiques qui sont vraiment des scientifiques de la recherche spatiale. Alors là, eux, pour le coup, c'est effectivement une communauté de très haut niveau scientifique, intellectuel et qui vraiment travaille pas à l'espace pour la Terre, mais vraiment à des questions fondamentales concernant l'exploration et la découverte. Et finalement, ils ont quand même créé un panel pour les sciences humaines et sociales. Alors, bon, il se trouve que je fais partie de ce panel, mais justement, toute la difficulté pour moi, c'est pas du côté des scientifiques qui voient très très bien ce que ça peut devoir signifier. C'est plutôt du côté des sciences humaines et sociales où on a du mal à venir apporter nos outils pour essayer finalement peut-être dans le spatial de faire quelque chose qui pourrait ressembler à une ambition du GIEC, c'est-à-dire le GIEC, il a quand même beaucoup secoué les consciences, même si on peut estimer que là encore, il y a eu instrumentalisation, qu'on a toute une dimension de questions de diplomatique politique, etc., qui est très valable autour du GIEC. Le COSPAR, c'est vraiment un lieu où ce serait extrêmement intéressant de réussir à monter une vraie réflexion sur les enjeux de l'espace du point de vue de ces disciplines que sont les sciences humaines et sociales, qui sont à la fois des disciplines critiques, mais aussi des disciplines pour lesquelles l'homme est au cœur de nos réflexions. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient un petit peu une vocation ou envie, en n'étant pas forcément ingénieur ou scientifique dur, entre guillemets, de s'intéresser aux questions spatiales, je pense qu'il y a véritablement matière, et pas seulement en droit, où bien sûr, là c'est une évidence. Il y a la géographie, par exemple, il y a aussi l'histoire, et puis il y a la sociologie, il y a absolument toutes les disciplines, l'anthropologie, la philosophie, etc. Et on n'a pas beaucoup parlé aussi d'économie aujourd'hui, mais je vous invite pour ça à lire les travaux, par exemple, de Pierre Lyonnais dans le cadre d'Eurospace, qui fait des très bonnes analyses sur l'état actuel de l'industrie notamment, ou sur les business cases des différentes disciplines spatiales. Donc voilà pour Pierre. Et puis, il me reste, je pense, à vous remercier tous, enfin vous d'abord, Isabelle, Alban et Philippe et tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont posé des questions. On a essayé d'y répondre dans le fil de la discussion sans prendre nécessairement toutes les questions. Mais merci pour votre intérêt. Merci à l'IRIS d'avoir organisé cette conférence. Je crois qu'on a eu plus de 300 inscrits, ce qui est pas mal pour une conférence un peu thématique et technique. Merci à Isabelle d'avoir écrit ce livre et qui nous donne l'occasion de nous rencontrer. Moi, j'ai beaucoup apprécié le lire. J'ai bien aimé les titres des fiches. Les titres des fiches disent beaucoup de choses, comme la construction autonome de l'espace chinois ou le New Space phénomène américain. On peut presque en rester au titre et on comprend beaucoup de ce que ça veut dire. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à consulter cet ouvrage et on poursuivra la discussion dans d'autres forums. Voilà, merci beaucoup, au revoir à tous. Au revoir.